Donc, on va parler du secteur de la santé au Q2 2025 avec la publication des résultats. Donc, tout ce que je mentionne ici prend en considération uniquement quelles sont mes attentes après avoir lu les rapports financiers, écouté les conférences call sur un ensemble d'entreprises des différents sous-secteurs, de sous-segments de cette industrie-ci. À quoi on s'attend, enfin, à quoi pourrait-on s'attendre ici au deuxième trimestre 2025? C'est-à-dire que quand les résultats sortiront ici, vous allez vérifier le narratif, si on est toujours dans la même situation ou pas du tout. Le secteur de la santé est vaste. OK? Et dans ce secteur-là, il y a des sous-segments. OK? Ou bien des sous on va les appeler comme ça, des sous-secteurs. Et chaque sous-secteur a sa dynamique. OK? Quand on parle du secteur de la santé, c'est une globalité. Mais dans le secteur de la santé, vous allez retrouver les gestionnaires ici d'hôpitaux, vous allez retrouver ici les entreprises qu'on appelle communément ici assurance santé, mais ce sont des gestionnaires de soins de santé. Vous allez retrouver ici les vendeurs d'équipements. Bref, il y a un ensemble d'acteurs dans ce secteur-là. Mais tout le secteur n'évolue pas de la même manière. Donc, alors, le secteur de la santé va bientôt révéler ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025. Les performances mais seront mitigées. Je m'explique. Certains sous-secteurs s'en sortent bien, d'autres ont du mal à rester rentables face aux difficultés économiques. Cette situation montre la complexité d'un secteur important qui doit gérer l'innovation, les règles gouvernementales et la hausse des coûts. Donc, chaque partie du secteur de la santé fonctionne différemment. Il faut examiner chaque segment séparément car ils n'ont pas les mêmes modèles économiques. Chaque sous-secteur a sa propre évolution et ses propres problèmes. Si on commence ici par le secteur pharmaceutical and biotechnology, je l'ai mis en anglais ici, c'est mieux pour moi, d'accord? Donc, ce sont les compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques. Donc, alors, les grandes entreprises pharmaceutiques comme Pfizer, Merck ou Amgen devraient montrer une croissance modeste de leurs bénéfices par action. Mais cette stabilité apparente cache en réalité, pas cache en réalité, mais cache une réalité plus compliquée. Les ventes restent soutenues car les gens ont toujours besoin de médicaments. Ça, c'est vrai. Cependant, les marges bénéficiaires diminuent fortement. Cette baisse s'explique par l'augmentation des coûts de production et les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Les tensions commerciales internationales et les droits de douane aggravent également la situation. Donc, cette réduction des marges montre un problème structurel. Garder des revenus stables tout en payant des coûts plus élevés sans pouvoir augmenter immédiatement les prix. C'est compliqué. Vous savez que présentement, en termes de médicaments, c'est pas facile d'augmenter les prix. Il y a toutes ces discussions aux États-Unis ici par rapport à la baisse des prix des médicaments, etc. Donc, ça aura un impact sur ce business. Enfin, cette partie. Je ne dis pas qu'ils auront de mauvais résultats. Bon, on ne s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments qui touchent ce secteur d'activité qui sont des problèmes un peu plus profonds. Mais ça, généralement, on le voit ici. Enfin, ceux qui ont accès à l'analyse sectorielle ici dans le top premium ont accès à ces éléments-là. OK? Donc ici, par rapport aux attentes, voilà. Je ne serais pas surpris, on ne serait pas surpris ici d'avoir des résultats corrects. D'accord? Et on prend ici l'ensemble des entreprises, quelques entreprises dans le secteur d'activité. Il y en a certaines qui vont afficher une croissance de manière générale. Si vous prenez un ETF spécialisé dans les pharmaceuticals et biotechnologies, vous allez remarquer ici que généralement, si vous prenez le BPA global ici, on s'attend à ce que les bénéfices soient moins élevés sur l'ensemble du secteur. Moins élevé ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, ok? Mais il faut aller regarder chaque entreprise ici. Est-ce qu'elle a la capacité de générer des bénéfices nets stables et croissants à long terme? Est-ce que la situation actuelle est temporaire ou durable? Vous avez peut-être une compagnie comme Merck. Je vous laisse aller voir pourquoi. Est-ce que Merck peut-être produit les bons. Mais Merck est pas en danger, mais bon, elle connaît les problèmes que la plupart des compagnies pharmaceutiques connaissent quand un brevet arrive à expiration. Bref, continuons ici. Alors, maintenant, on passe au segment ici des Healthcare Equipment and Supply. C'est essentiellement ici les fournisseurs d'équipements et de consommables. Moi, j'aime bien ce segment-là. J'adore ce segment. Donc, les fabricants d'équipements médicaux comme Boston Scientific, ResMed ou bien Abbott Laboratories, dont on a fait une note d'analyse ici dernièrement, se portent mieux. Ces entreprises ont une stratégie qui marche, à savoir augmenter leur prix et lancer de nouveaux produits innovants. Celles qui ont récemment acheté d'autres entreprises ou développé de nouveaux produits sont particulièrement bien placées pour réussir. Donc, au deuxième trimestre, pour avoir de bons résultats, d'accord? Donc, on pourrait se dire que c'est artificiel, mais voilà, elles ont également un pricing power. C'est, et très souvent, ce secteur, il a une particularité, il y a souvent également un switching cost assez élevé, dépendamment du produit qu'on vend. Par exemple, si j'aurais pu citer Intuitive Surgical ici,
Et par rapport à ce que Intuitive Surgical fait, c'est difficile, même si ce sont des robots de chirurgie, mais une fois qu'un chirurgien est habitué à utiliser ce robot-là, il ne voit pas l'utilité d'en changer, surtout qu'en termes de coût de formation, ça coûte de l'argent. Et le temps, c'est l'argent, les amis. Donc, cette bonne performance s'explique par leur marché. Les équipements médicaux sont souvent indispensables pour les hôpitaux et les cliniques, qui ne peuvent pas reporter leurs achats indéfiniment. De plus, l'innovation technologique permet à ces entreprises de justifier des prix plus élevés. Maintenant, le segment Managed Care ou bien Managed Health Care. Donc, ici, on parle des gestionnaires de soins de santé. Donc, on appelle communément ici assurance santé. Donc, les organismes de Managed Care comme Centen, Humana ou Elevance Health traversent une période difficile. Ces entreprises voient leurs bénéfices baisser légèrement, mais de façon inquiétante. Le problème principal vient de l'augmentation des ratios de coûts médicaux. Et en d'autres termes, la part des primes collectées qui doit être utilisée pour payer les soins des assurés augmente. Donc, et on ne peut pas ajuster les prix aussi facilement. D'accord? On ne peut pas ajuster les prix aussi rapidement. Donc, ça va prendre un certain temps. On s'attend à des résultats en berne ici. Par exemple, Centen l'a annoncé dernièrement. Et je vous le dis, quand un secteur d'activité va mal, c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Mais il y a surtout surtout sur le plan réglementaire que il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon. Mais c'est une industrie qui ne va pas disparaître demain. Il n'y a pas d'alternative. Et donc, dans 10 ans, on en parlera encore. Il y a de fortes chances que ces entreprises-là se relèvent. Et j'aime ça. Maintenant, qu'ils soient accusés de vol ou bien de malhonnêteté ou je ne sais pas, de ne pas souvent rembourser leurs clients, etc. Toutes les compagnies d'assurance fonctionnent de cette manière-là. Donc, à vous de choisir si c'est un risque que vous choisissez, que vous voulez prendre en date d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de très commun. Il faut comprendre comment ces secteurs-là fonctionnent. Et donc, si ça vous intéresse, vous connaissez à peu près où se trouve le risque aujourd'hui. Et vous devez accepter de l'assumer. C'est normal. OK? Et je dirais même que sur le plan réglementaire, ça ne va jamais disparaître. Ça a toujours été le cas depuis très longtemps. Donc cette dégradation montre que les coûts de santé augmentent plus vite que les primes d'assurance. Les remboursements moins favorables des programmes gouvernementaux aggravent cette pression sur les marges, même si le nombre d'adhérents reste stable. Si vous voulez mon avis ici, privilégier les entreprises qui ont la possibilité, qui ont également un segment, enfin, un segment, je dirais pas un segment privé, dans le sens, enfin, pas commercial, privé, bon, le terme va m'échapper ici, mais ce que je veux dire ici, privilégier les entreprises qui vendent également des produits d'assurance, qui proposent également leurs services aux entreprises individuelles. Je pense que Cigna est généralement très bien positionné en ce sens-là. Privilégier également celles qui sont très diversifiées, mais faites attention, prêtez encore plus attention aux entreprises qui dépendent énormément des programmes du gouvernement américain. Parce que ça veut dire que notre plus gros client a les moyens ici peut influencer nos revenus. S'il décide ici de ralentir les remboursements, comment on dit ça? S'il décide ici de baisser les coûts, si on décide ici de baisser les coûts de remboursement ou ce genre de choses-là, ça a un impact à court terme sur les activités. Mais le gouvernement américain n'a pas également intérêt à faire à ce que ces entreprises disparaissent. Donc, ils doivent trouver un terrain d'entente dans tous les cas de figure. Mais le marché n'aime pas les incertitudes, on va le dire comme ça. OK? Donc, dans ce segment-là, oui, vous allez voir, les PER sont bas, etc. Mais le problème, il est là. Et il y a même encore autre chose qu'on pourrait rajouter ici. Mais voilà, donc on s'attend à ce que l'ensemble de tout ce qui n'y ait pas de... Voilà. Que ce soit la même chose que le trimestre précédent, donc dans le mauvais sens. D'accord? Donc, les nuages sont toujours aussi gris à l'horizon. Rien n'a changé. Et ça pourrait même être le cas durant toute l'année 2025. Mais si tu à long terme ici, pour ceux qui s'intéressent à l'industrie, regardez la démographie, dites-vous qu'ils n'auront pas le choix que d'augmenter les primes. Surtout dans les différents programmes ici. Tôt ou tard, ils vont le faire. Mais maintenant, celles qui ont les entreprises qui ont la capacité de souffrir, sinon les moins endettées possibles, les plus diversifiées, vont peut-être mieux s'en sortir que d'autres. Bref, je continue. Maintenant, si on passe au Life Science Tools and Services, c'est essentiellement ici des entreprises qui fournissent des services à ces différentes entités-là. Donc, on peut également... c'est surtout voilà, ça peut être ici voilà, les entreprises comme Thermo Fisher, Danaher, Igvia,
Voilà, donc les entreprises spécialisées dans les Life Science Tools and Services comme Thermo Fisher, Danaher ou bien Ixvia prévoient une légère baisse de leurs bénéfices par action. Cette contre-performance s'explique par le fait que leurs clients, surtout dans les secteurs, dans les secteurs gouvernemental et académique, dépensent moins. Ok. Cette prudence dans les investissements de recherche est cyclique. Donc, en période d'incertitude économique, les organismes reportent leurs achats d'équipements coûteux. Les droits de douane sur les instruments de recherche compliquent encore la situation en réduisant les commandes dans le monde entier. Donc, on peut avoir un impact négatif sur ces entreprises-là. Mais ce sont des très belles entreprises à suivre. Dans ce secteur d'activité également, allez identifier les entreprises intéressantes. Je pense qu'on en a déjà parlé ici. J'ai fait exprès ici de laisser les termes ici en anglais, tout simplement parce que ça vous permet, vous, d'utiliser un screener et d'aller voir à peu près quelles entreprises vous voulez suivre enfin, quelles entreprises sont intéressantes de manière quantitative déjà. Parce que si on... parfois, la traduction en français, ce n'est pas trop ça. Donc, vu qu'on utilise la plupart du temps des agrégateurs qui sont en anglais, donc je me dis que tout le monde pourra ici faire une recherche basique ici sur Coifin. Bref, on continue. Mais néanmoins, deux sous-secteurs se distinguent par leur solidité et leur croissance. Vous avez les Healthcare Distributors, fiers actionnaires. Vous connaissez la compagnie que je détiens tantôt, mais je tiens à vous dire que ce n'était pas facile. Maintenant, les résultats semblent être beaux, etc. Mais on a passé de très longues années sans que le marché ne fasse rien du tout. Vous avez les Healthcare Distributors et les Healthcare Facility. Donc, les Healthcare Distributors comme McKesson, Cencora, Cardinal Health, et je détiens toutes les trois, profitent d'une demande forte en Amérique du Nord. Leur modèle économique basé sur la distribution de médicaments et de fournitures médicales bénéficie de volumes d'activité importants. Ces entreprises améliorent leur rentabilité grâce à des programmes de rachat d'actions bien menés. Parce qu'elles ont tendance à se négocier à des niveaux de multiples très très bas. Et ça depuis très longtemps. Bon, sauf que maintenant, McKesson, je pense que vu l'attractivité du secteur, bon, les PER se sont envolés. D'accord. Donc, cela améliore automatiquement quand on rachète des actions, ça améliore automatiquement aussi les bénéfices par action en réduisant le nombre d'actions en circulation. Parallèlement, vous avez les Healthcare Facility comme HCA Healthcare, Tenet Healthcare, Universal Health Services devraient présenter, donc ces entités-là devraient présenter les meilleurs résultats du secteur. Meilleurs résultats de tout le secteur. Pourquoi? Parce que leur succès repose sur trois éléments clés, à savoir une gestion optimisée du personnel, des volumes de patients constants et une allocation stricte du capital. Ces structures hospitalières profitent aussi de l'environnement favorable lié à l'expansion des infrastructures et à l'amélioration des remboursements. Et vous devez comprendre ici, parce que tous ces différents éléments-là sont liés. Regardez, je m'explique. Les Healthcare Facility bénéficient ici des volumes de patients élevés. Et quand les volumes de patients sont élevés, surtout pour ceux qui ont des assurances ici, ça met une pression sur les medical bill ratio. Donc les primes, la marge qui reste ici après avoir payé ici les dépenses, les dépenses médicales ici, ou bien les frais d'hospitalisation, etc., est généralement très faible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en vont vers les hôpitaux en date d'aujourd'hui. Et c'est très bien pour HCA et Tenet. Tout ça. Et il faut également mentionner que ils bénéficient également du fait que pendant la pandémie, il y a presque 2 ans ici, certaines personnes ont renvoyé ici des procédures médicales qu'ils auraient dû effectuer si on avait eu un environnement normal. Donc il y a un effet de rattrapage. C'est pour ça que les périodes actuelles, faites attention. Parce que tôt ou tard, on va revenir à une certaine moyenne. Et ce genre d'entreprise, oui, elle gagne beaucoup d'argent, etc. Mais faites attention. OK? Les résultats sont bons, etc. Mais faites attention. Il faut également surtout regarder les risques dans ce secteur d'activité. Et vous allez constater ici que si vous avez le Healthcare Facility qui se comporte bien, ça veut dire que ces gens-là, ces personnes-là, ces hôpitaux-là, sont des hôpitaux privés, ont de l'argent pour acheter des équipements. D'accord? Ils ont de l'argent pour acheter des équipements. Healthcare Distributor, qu'importe la situation, ils se comportent généralement bien. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici que c'est le Managed Care qui souffre. Life Science Tools, bon, ça dépend du segment. OK? Mais il faut également dire que vu que les budgets de recherche sont un tout petit peu en berne, c'est temporaire, les clients hésitent, etc. Donc, on peut se dire que, bon, pour le moment, c'est
c'est pas plus grave que ça. C'est juste une mauvaise passe. C'est pas, il y a rien ici. Enfin, même si sur le plan réglementé, peut avoir un certain impact ici. Mais voilà. Dites-vous que certains de ces segments-ci vont avoir tendance, quand on parle du secteur de la santé, on a deux segments qui vont avoir tendance à bien performer en termes de bénéfices par action. Et vous avez également, vous avez ici le Life Science Tool, c'est Managed Care qui va souffrir plus que les autres. D'accord? Donc, je continue ici. Alors, cette diversité de performance montre que le secteur de la santé est sensible aux changements économiques généraux. Les droits de douane, par exemple, affectent différemment chaque segment. C'est-à-dire, ils pèsent lourdement sur les fabricants d'équipements de recherche importés, je dis bien, mais touchent moins directement les services de soins locaux. Donc, les droits de douane, comment est-ce que ça va toucher, comment est-ce que ça aura un impact sur une entreprise comme HCA Healthcare? Sauf si elle veut acheter des équipements. OK? Mais à court terme, ici, certaines sont plus impactées que d'autres. Les droits de douane vont plus impacter les entreprises qui ont peut-être leurs usines ici à l'extérieur des États-Unis. OK? Bref, après, les droits de douane, après, généralement, il y a un pricing power ici, donc il ne faut pas trop s'inquiéter également des différences sur certaines entreprises, surtout leaders sur le marché. Donc, l'inflation des coûts constitue une autre difficulté générale. Qu'il s'agisse des salaires du personnel soignant, des matières premières pharmaceutiques ou des coûts énergétiques, cette hausse des prix force les entreprises à repenser leur stratégie de prix et d'efficacité. Et les changements réglementaires également ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Donc vous avez les modifications dans les politiques de remboursement gouvernemental peuvent transformer complètement la rentabilité d'un sous-secteur du jour au lendemain, comme le montrent les difficultés actuelles dans le segment Managed Care, Healthcare. Vous pouvez l'appeler Managed Care ou bien Managed Healthcare, c'est comme vous voulez. Maintenant, pour vous les investisseurs, quelles sont les implications? Donc, l'analyse des résultats attendus pour le deuxième trimestre 2025 révèle un secteur en pleine transformation. Les entreprises les mieux positionnées sont celles qui ont su adapter leur modèle économique aux nouvelles contraintes tout en maintenant leur capacité d'innovation. Cette période de transition offre des opportunités différenciées selon les segments. Les investisseurs avisés que vous êtes devront privilégier une approche sélective en identifiant les entreprises qui démontrent une résilience opérationnelle et une capacité d'adaptation aux défis structurels du secteur. La question de savoir s'il faut vendre avant la publication des résultats dépend largement de la composition sectorielle des portefeuilles et de l'horizon d'investissement. Donc, les segments les plus résilients pourraient offrir des opportunités d'investissement attractives, tandis que d'autres nécessiteront une surveillance accrue de leur capacité à surmonter les défis actuels. Et vous savez que généralement, c'est quand tout le monde fuit un secteur d'activité que ça peut être intéressant. Donc moi, aujourd'hui, je vais peut-être passer du temps à regarder le segment des Managed Care. Vous avez également ici le Life Science Tool. Je cherche également des entreprises à ce niveau-ci. Pas que je cherche, j'en ai déjà trouvé de manière générale. Au niveau des équipements, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément d'opportunités parce que les prix sont vraiment très élevés aujourd'hui parce que c'est un secteur qui va avoir tendance à bien se comporter. Healthcare Equipment and Supply, vu que les hôpitaux se comportent bien, bah, ils commandent des équipements. Donc, c'est tout bénéf pour eux également ici. OK? Donc, les pharmaceutiques et biotech, vous savez que c'est un secteur que je n'aime pas juste. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités. Là-bas, je pense vraiment à une entreprise comme UTHR. Mais je vous dis toujours que c'est un secteur que j'évite de manière générale. Mais c'est toujours intéressant à suivre ici parce que les pharmaceutiques et biotech ont une influence sur les Life Science Tools and Services. Ils ont également une influence ici sur comment on appelle ça, les distributeurs, de manière générale. Donc, c'est toujours intéressant à lire, de lire à peu près où est-ce que, enfin, par rapport au budget de recherche, où est-ce qu'on s'en va, quelles sont les dynamiques en date d'aujourd'hui, etc. Ils ont également une influence sur surtout certains produits comme le GLP-1, par exemple, peut avoir une influence sur les vendeurs ici d'équipements, notamment ResMed en a souffert ici, mais en réalité, c'était une fausse alerte parce que les deux vont avoir tendance à avancer ensemble, mais ça peut avoir un impact ici. Donc, bref. Je vous laisse aller voir ça parce que tous les acteurs ici sont liés, dépendamment de qui est-ce que vous voulez étudier. C'est pour ça qu'il est important de lire sur les pharmaceutiques, les managed care, parce que ici, si on met une pression sur les taux de remboursement, etc., ça peut également être difficile pour les hôpitaux. OK? Donc, faites attention également à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que moi, je vois ce secteur d'activité-là. Et ici, on parle de prévision d'attente. Ça ne veut pas forcément dire que ça va se réaliser. Retenez juste ici lesquels vont avoir tendance à bien se comporter et à souffrir. Et maintenant, on ira faire la vérification quand les résultats financiers vont sortir. Et on espère qu'il y ait de fortes chances qu'on ne se trompe pas.
Mais dans tous les cas de figure ici, ceci ne remplace pas l'analyse sectorielle. Comme je l'ai dit, j'ai fait une analyse sectorielle sur tous ces secteurs d'activité-là. Vous avez le Life Science Tools, le Managed Care, le Healthcare Equipment, le Pharmaceutical and Biotechnology, les distributeurs également, les Healthcare Facility. Tout est disponible pour les abonnés du Top Premium. Donc, pour faire des notes d'analyse ici sectorielles, il faut lire les rapports financiers sur les grands acteurs de ce secteur d'activité-là, afin de pouvoir déceler ici les dynamiques favorables ou défavorables aussi à court terme et à long terme. C'est qu'une je dirais pas ça, c'est un élément supplémentaire ici pour faire le moins d'erreurs possible. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse en description de la vidéo ici tous les éléments vers les différents services de Top Invest. Pour le reste ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Donc, je ne vous ai pas demandé de vendre vos actions, vous faites ce que vous voulez. Chacun gère son argent comme il entend. D'accord? Ici, moi, je partage ici mon expérience après la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. C'est au point. Maintenant, vous avez le droit de douter, mais toujours faire la vérification de vous-même. Merci, au revoir.